Rebonjour les TG3. Dernière séquence de l'année, hein, j'irai pas plus loin cette année, ça sera déjà pas mal ce qu'on aura fait là ces derniers jours. Et puis je veux pas trop encombrer votre esprit. Donc on va attaquer la deuxième partie du chapitre. Je ferai juste le grand A, hein, j'irai pas plus loin, ça vous laissera le temps de vous imprégner de ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. On va voir donc les causes de la décolonisation. On verra en classe à la rentrée les principaux événements de la décolonisation. Alors je dis pas qu'ils sont moins importants, mais dans le souci toujours de montrer qu'on a compris les mécanismes, bah, je préfère justement que vous maîtrisiez les mécanismes, que vous maîtrisiez les dates. Alors même s'il y a des dates qui sont importantes, particulièrement dans ce chapitre-là, il ne faut pas trop se mélanger les pinceaux. Je ne vais pas vous en donner beaucoup. Par contre, voilà, ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre comment des pays qui sont restés des colonies pendant des décennies, voire des siècles, en quelques années, arrivent plus ou moins tous à devenir indépendants. Et c'est pas le fruit du hasard, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous expliquer assez rapidement, hein, ça va pas être très très long, mais j'espère le plus clairement possible et de manière la plus structurée possible le fonctionnement de la décolonisation. Alors, tout d'abord, donc les causes de la décolonisation, on va dire qu'il y a un contexte, hein. Il y a un contexte qui est véritablement favorable à l'émancipation des peuples colonisés. Et je vais vous lister un petit peu ces caractéristiques favorables. Alors tout d'abord, on peut dire que il y a les conséquences sociales et culturelles de la colonisation arrivent, on va dire, à un point un peu de rupture. Les métropoles ont tellement déstructuré les sociétés et les cultures des pays qu'ils ont envahis, des territoires qu'ils ont envahis, que là on arrive à un point de non-retour. Alors vous avez d'abord des économies qui sont complètement déstructurées, hein, puisque les métropoles se sont méthodiquement acharnées à essayer de supprimer toute activité économique et commerciale dans les métropoles, dans les colonies, pardon, afin de favoriser la fabrication et la vente de leurs propres produits, hein. Je vous renvoie à la petite BD Tintin au Congo, dont je vous avais montré des extraits, hein, en début d'année, où on voyait ces indigènes avec des vêtements européens qui n'avaient pas beaucoup de sens dans la brousse, hein. Mais voilà, on voyait que c'était aussi pour les Européens, les colonies étaient un débouché, hein. On pouvait vendre le trop-plein de marchandises qu'on n'arrivait plus à vendre en Europe. Les sociétés sont complètement désorganisées aussi, puisque de manière générale, la colonisation a plutôt appauvri les populations indigènes, même si les métropoles s'en défendent, hein, en disant ouais, on a quand même modernisé le pays, on a fait des routes, on avait des voies de chemin de fer, on a construit des villes. Bah oui, mais les routes et les voies de chemin de fer, elles servent pas, elles sont pas là dans l'intérêt des indigènes, elles sont là surtout pour relier, par exemple, une zone d'extraction de matières premières pour aller jusqu'au port. Et ensuite, ces matières premières revenaient en Europe. Et puis dans les villes, ben, il y a rapidement des quartiers, des centres coloniaux qui se sont développés pour les colons et des quartiers très pauvres qui se sont développés pour les populations indigènes. Donc, on peut dire que la colonisation a accéléré aussi le phénomène d'étalement des bidonvilles, hein. Sachant qu'en plus, alors ça, c'est pas à mettre au discrédit des Européens, mais c'est une conséquence quand même qui va jouer, hein. C'est que bah, on est venu aussi avec nos progrès technologiques et notre médecine aussi. Et donc, on est venu avec des médicaments et des vaccins, ce qui a considérablement diminué la natalité. Alors, je ne vais pas vous refaire la théorie de Malthus ni le schéma de la transition démographique que vous avez déjà dû faire plusieurs fois, mais vous savez très bien qu'il y a un schéma type, hein, dans l'évolution d'une population, peu importe le temps dans lequel on se trouve, mais généralement une population évolue avec un taux de natalité et un taux de mortalité élevé quand on est dans des sociétés qui sont très peu développées. On meurt beaucoup, donc du coup, instinctivement, on fait beaucoup d'enfants, en espérant que ben, quelques-uns survivent. Donc la croissance démographique est très faible, parce qu'il y a beaucoup de naissances, mais il y a beaucoup de morts.
Et puis petit à petit, les progrès de la technique font que bah, la mortalité diminue. Et donc, mais l'état d'esprit, hein, les mentalités évoluent plus lentement. Donc la mortalité commence à diminuer, mais la natalité reste très forte. Donc on est dans la période d'explosion démographique, puisque la natalité reste très élevée, et par contre la mortalité plonge, donc la croissance est beaucoup plus forte. Et donc du coup, bah, petit à petit, ça se réajuste, hein, puisque la natalité commence à diminuer, avec toujours des progrès sociaux, mais aussi culturels, hein. On commence à faire moins d'enfants parce que ben, les progrès techniques continuent, les progrès médicaux continuent, arrivent les moyens de contraception, et puis il y a aussi petit à petit la place de la femme dans la société qui commence à travailler, qui fait des études, qui donc ben, se marie plus tard, donc a des enfants plus tard, et donc ça aussi c'est un moyen de contraception naturelle puisque on va dire qu'en théorie, tout au moins, quand on commence à avoir son premier enfant à 30 ans, potentiellement, on fera moins d'enfants dans sa vie que quelqu'un qui a commencé à avoir des enfants à 15 ans, hein. Donc voilà, hein, et puis on arrive finalement à l'équilibre bas à la fin, dans nos sociétés actuelles, hein, dans les pays riches, avec une mortalité faible, mais une natalité qui est devenue très faible aussi. Donc la population augmente très peu, voire même diminue dans certains cas, avec un équilibre cette fois-ci bas, complètement à l'opposé de notre point de départ. Mais ça met des décennies, voire des siècles pour arriver à ça. Et là, bah, nous, on a en quelques années complètement explosé le système, le modèle, hein, puisque on a fait plonger la mortalité vraiment très très rapidement. Ce qui fait qu'il y a eu une explosion démographique aussi, qui a entraîné une extrême pauvreté, une augmentation du chômage, etc. Le choc culturel aussi, hein, parce que nos sociétés occidentales qui s'installent dans les pays colonisés sont euh, très matérialistes, on va dire, hein, qu'ils sont donc très intéressés par l'argent, le profit, etc. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui ne correspondait peut-être pas forcément au principe de vie des colonies, qui vivaient essentiellement de troc, hein, éventuellement, ou de partage. Donc là, on est arrivé avec nos notions de profit, d'argent, d'individualisme, qui a pas forcément convenu euh, aux, euh, aux populations indigènes. Le prosélytisme des religions aussi, des religions chrétiennes notamment, hein, le prosélytisme, je me rappelle, hein, c'est l'action d'essayer d'augmenter ses adhérents. C'est essayer de convaincre des gens de rejoindre sa cause, hein. Donc les religions sont prosélytes, hein, forcément, puisque leur raison d'exister, c'est d'avoir un maximum de croyants. Donc on essaye de convaincre. Là, actuellement, de nos jours, peut-être vous en avez déjà croisé, là, mais vous avez souvent dans les villes, tout au moins, on peut croiser des fois des témoins de Jéhovah, là, ils sont souvent par deux, ils sont en noir, ils ont une petite étiquette au costume, là, et puis ils discutent avec les gens, l'objectif étant d'essayer de faire adhérer, hein, des gens à la cause, enfin, à leur religion. Donc, voilà, c'est ça le prosélytisme. Donc, on apporte notre façon de vivre en disant qu'elle est meilleure que la leur, hein, le matérialisme. On essaye de supprimer leurs croyances religieuses et d'imposer la nôtre. Et donc, ce qui fait que, bah, soit ce qu'on appelle, on acculture les peuples indigènes, on leur supprime leur culture, soit au contraire, ces gens s'accrochent à la leur en disant on est agressé là dans notre culture et on va s'acharner, certains indigènes vont s'acharner à essayer de défendre leur identité culturelle, leurs croyances, leur religion. Et ils vont vivre cette façon de faire des colons comme étant vraiment une humiliation, hein, à vouloir vraiment dénigrer, nier les cultures ancestrales des populations indigènes. Et vont arriver, je vais revenir sur les textes après, à ce moment-là aussi, hein, depuis quelques années, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a des élites indigènes, il y a quand même des chefs de tribus, qui travaillent avec les colons, hein, mais enfin, qui ont compris qu'ils ont tout intérêt à travailler avec les colons, parce qu'ils ont bien vu que, en termes
d'égalité, enfin en termes de force, hein, les peuples indigènes ne faisaient pas le poids, hein, les colons étaient bien mieux armés, bien mieux équipés, avec des stratégies militaires bien plus élaborées, et qu'en cas de guerre, les indigènes, quand il y en a eu, de toute façon, c'était voué à l'échec pour les indigènes. Donc certaines élites indigènes se sont mis à travailler avec les colons européens. Et en même temps, voilà, ils n'étaient pas idiots, hein, ils avaient compris que bah, ils avaient été balayés parce que les colons étaient technologiquement, culturellement bien plus développés qu'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont bien eu raison, ces gens. Ils ont dit, la clé pour nous, c'est l'instruction, c'est l'école. Et donc, ces élites indigènes ont envoyé leurs enfants dans les pays européens pour qu'ils fassent des études. Et d'ailleurs, la plupart ont fait des études absolument brillantes, hein. On les retrouve à Oxford, à Cambridge, dans les principales universités américaines. Certains en France ont fait la Sorbonne. Donc, sont vraiment des enfants brillants. Qui font donc des études dans les métropoles qui les dominent, hein. Et bah là, ils y apprennent des concepts qui sont les piliers de l'organisation des pays, des démocraties européennes: la liberté, l'égalité, voire même la fraternité, le concept de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, tous ces principes qu'on trouve dans les grands traités internationaux de l'époque. Et ces enfants d'élite indigène se rendent compte que ce qui est indiscutable dans les démocraties européennes et américaines, hein, par exemple, ben, sont pas du tout appliqués. On n'en parle même pas dans les colonies. Donc, du coup, elles reviennent chez elles, enfin chez eux, en étant convaincues que bah, il faut se battre pour faire appliquer aussi ces notions qui sont une évidence en Europe, mais qui sont, je vous dis, complètement niées dans les colonies. Et ils reviennent convaincus qu'ils vont se battre pour une bonne cause, pour une cause qui est, voilà, qui est incontestable. Et donc ils vont revendiquer petit à petit auprès des métropoles une autonomie, voire même une indépendance, parce que voilà, c'est simplement demander à ce que ces droits-là, qui sont voilà, indiscutables en Europe, soient appliqués chez eux aussi. Donc, quand ils vont revenir, ils vont créer les premiers mouvements nationalistes. Alors, un des premiers et un des plus célèbres étudiants en Angleterre, hein, c'est Gandhi, qui crée donc le Parti du Congrès, peu importe son nom, hein, et qui va militer pour l'indépendance de l'Inde. En Indochine, vous avez la même chose. Vous avez un certain Ho Chi Minh, qui peut-être vous connaissez, qui est venu faire ses études en France, qui a adhéré au Parti communiste. Et quand il rentre chez lui, bah, il crée un parti indépendantiste communiste, ce qu'il appelle le Viet Minh. Et donc je reviens ici, hein, donc vous voyez quelques témoignages de justement de ces élites indigènes qui reviennent chez elles et chez eux, j'y tiens chez elles, et qui, vous voyez, ben, annoncent clairement la couleur, hein. Vous voyez donc Léopold Sédar Senghor, hein, qui voilà est si je ne dis pas de bêtises, il est rentré même, c'est un poète, hein, qui est devenu chef de son pays et qui qui a été élu, qui est rentré à l'Académie française. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une sacrée culture, qui a une belle plume aussi, et qui n'a pas rompu tout à fait les liens avec la France, hein, puisqu'il a même été reconnu, je vous dis, par les Français pour voilà, sa connaissance et sa sagesse. Donc voilà ce qu'il disait à l'époque, hein, vous voyez, en 1945, dès la fin de la guerre: le bon nègre, c'est fini. On nous demande notre coopération pour refaire une France qui soit à la mesure de l'homme et de l'universel. Nous acceptons. Mais il ne faut pas que la métropole se trompe ou essaye de ruser. Le bon nègre est mort. Les paternalistes doivent en faire leur deuil. Nous voulons l'égalité dans la cité. Nous disons bien l'égalité. Qu'on la complète que l'on complète pardon, la Déclaration des droits de l'homme en ajoutant à la liberté et à l'égalité des individus celle des peuples et des races. Que la métropole laisse les autochtones eux-mêmes modifier leurs institutions, c'est un programme révolutionnaire. Donc, vous voyez, hein, donc le bon nègre, hein, et vous voyez le paternalisme, ça fait un peu, ça se fait écho, hein, le bon nègre, ouais,
je suppose que vous avez déjà vu des pubs d'un produit qui n'existe plus maintenant, mais regardez des pubs Banania, c'était une espèce de chocolat en poudre qu'on mettait dans le lait pour le petit déjeuner pour les enfants, et puis c'était, bah voilà, ce que c'est un bon nègre, ou bien vous savez, Oncle Ben's, là, voilà, le bon nègre c'est ça, c'est le bon noir avec une bonne bouille qui sourit toujours, qui est un peu bébête, mais voilà. Et donc, voilà, en fait, ici, Sangor, il veut montrer que voilà, toutes ces images un peu condescendantes hein, de la part des Européens, c'est terminé, et que voilà, eux, ils veulent la liberté, l'égalité, et vous voyez, hein, c'est pas idiot, hein, loin de là, hein. Quand on parle quand vous, en France, vous parlez d'égalité, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, on peut rajouter tous les peuples et toutes les races hein, naissent libres et égaux en droit. Donc voilà, et clairement, hein, voilà, laissez-nous gérer nos institutions. Donc c'est voilà, clairement une idée, enfin une manifestation, un appel, on va dire tout au moins, à l'autonomie, pour pas dire à l'indépendance. Un leader indépendantiste tunisien qui a fait ses études en France aussi, lui dit plus clairement les choses et il met la France devant ses responsabilités. Il y a deux choix, hein. Il y a deux choix, à la France de choisir ce qu'elle veut. Le moment est venu pour la France de réviser toute sa politique tunisienne. Elle doit choisir entre une politique de contrainte, qui ne peut aboutir qu'aux pires catastrophes, et une politique d'émancipation. Le choix se situe entre une indépendance guidée par la France, qui préservera les intérêts fondamentaux de la France, chose encore possible et encore souhaitée par l'immense majorité des Tunisiens, et une indépendance conquise dans le sang et dans la haine. Donc écoutez, enfin, gardez ça en tête parce que vous allez voir qu'il y a d'autres pays qui ont bien compris ça, hein. En fait, qu'est-ce qu'il dit ici, Bourguiba hein, pour la Tunisie, ben, nous on veut l'indépendance, donc on l'aura. Maintenant, c'est à vous, la France, de savoir ce que vous voulez. Soit vous nous accompagnez, vous nous aidez à devenir indépendants, et on gardera des liens, et la France gardera des intérêts fondamentaux, donc en l'occurrence économiques, hein, et tout le monde sera gagnant. Hein. Nous, on aura notre indépendance, vous préserverez des intérêts économiques, ou si vous ne voulez pas, ben, on se battra. Et là, ça sera le sang et la haine. Et c'est ce qui se passera notamment en Algérie, par exemple. Alors, ben, ça c'est bon. Alors, en plus, vous voyez, de ces conséquences de la colonisation qui, voilà, on arrive à un ras-le-bol de la part des colonies, il y a le contexte de la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui va véritablement accélérer ce processus de décolonisation. Et les raisons sont assez simples. Donc je vais aller assez vite dessus, parce que je vois déjà que je parle beaucoup. D'une part, les colonies ont pris conscience de leur importance. Pendant la guerre, le rôle des colonies s'est révélé essentiel. Les troupes coloniales ont participé au conflit. En échange de leur neutralité ou de leur participation, les nationalistes ont parfois obtenu des promesses de réforme ou d'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de combats qui ont eu lieu dans les colonies. On a fait venir aussi pas mal de populations coloniales se battre sur les différents théâtres d'opération de la guerre. Et donc, on les a un petit peu. On leur avait fait le coup déjà dans la Première Guerre mondiale, hein. On les avait amenés de force en Europe, hein, notamment des Indiens, des Africains, et en leur disant allez, venez, venez, et puis on vous récompensera. Et puis à la fin de la Première Guerre mondiale, ben, il ne s'est rien passé, tout est redevenu comme avant. Donc là, il y a eu des négociations, hein, et il y a eu des promesses plus formelles qui ont été faites, hein, notamment De Gaulle, hein, qui est allé notamment à un moment donné en Afrique. Il a été hébergé en Afrique. Bon, il avait discuté pas mal avec les élites indigènes en faisant comprendre que voilà le fait qu'il avait demandé d'ailleurs aux colonies qu'elles ne tombent pas dans le camp allemand, hein, et donc les colonies avaient rallié la France libre hein, De Gaulle, et De Gaulle leur avait fait plus ou moins des promesses en disant aidez-nous à gagner cette guerre et après on discutera de votre avenir. Donc voilà, la fin de la guerre arrive et les colonies ont clairement l'intention de rappeler les promesses qui ont été données quelques mois ou quelques années auparavant. Sans compter que bah, les colonisateurs ont clairement perdu de leur prestige. En Asie, toutes les colonies européennes sont passées sous la main des Japonais. La résistance européenne a été très très faible. Les Japonais se sont très très vite emparés des colonies, bah, parce que déjà les métropoles avaient d'autres chats à fouetter
avec les invasions allemandes. Donc finalement, ils ne se sont pas vraiment intéressés de leur colonie, du sort des peuples indigènes qui y vivaient. Donc ça, les peuples indigènes n'ont pas apprécié hein, finalement ce manque de soutien des Européens quand ils se sont fait un petit peu matraquer par les Japonais, tout au moins quand c'était en Asie. Sachant qu'en plus, les Japonais, qui sont pas idiots, quand ils ont dû quitter les colonies qu'ils avaient envahies, ça faisait partie du traité de paix, ça aussi. Hein. On a quasiment du jour au lendemain 7 millions de Japonais qui, à la fin de la guerre, hein, quand la paix est signée, le 2 septembre 1945, plus de 7 millions de Japonais qui vivaient dans les colonies qu'ils avaient envahies reviennent au Japon, parce qu'ils sont obligés, dans un pays qui est détruit, ravagé, ruiné. Hein. Donc il n'y a plus de travail pour eux, il n'y a plus de maison pour eux, il n'y a plus rien. Il y a 7 millions de personnes qui débarquent. Mais avant de partir, ils sont tellement amers, vous pensez bien les Japonais, qu'ils vont un peu chauffer hein, la population indigène en disant, voilà, nous on s'en va, avant vous étiez colonisés, nous on est arrivés, vous êtes passés sous notre domination, on va partir, qu'est-ce qui va se passer? Les Européens vont revenir et ça va finalement rien changer pour vous. Nous, on s'en va, ben, les Européens vont mettre un petit peu de temps avant de revenir, c'est le moment pour vous peut-être de prendre votre destin en main. Et donc ils vont vraiment favoriser la mise en place de mouvements nationalistes ou indépendantistes dans les colonies qu'ils libèrent. C'est le cas notamment dans les Indes néerlandaises, qu'on appellera ensuite l'Indonésie, avec le leader Sukarno, qui va vraiment être même s'il a combattu les Japonais, il va être un peu à la fin adoubé par les Japonais, parce que bon, ça les amuse un peu les Japonais en disant bah tiens maintenant il va faire suer les autres, en disant bah voilà on te confie les rênes du pays, à toi de gérer maintenant l'éventuel retour des Hollandais, hein, puisque c'est une colonie hollandaise. En Afrique du Nord, pareil, les débarquements, ben, ils ont été anglo-américains, pas français. Les Français ont vite disparu de la situation de la zone pendant la guerre. Euh, on a même, je me rappelle que même le drame de Mers el-Kébir hein, au tout début de la guerre, hein, où euh, les bateaux, la marine, l'aviation anglaise va même bombarder un port français pour éviter que les bateaux français ne passent aux mains des Allemands parce que Pétain venait de signer l'armistice et qu'il déjà envisageait une politique de collaboration. Et donc les Anglais sont venus bombarder une partie de la flotte française pour éviter que ben, Hitler demande à la France de lui filer les bateaux de guerre. Donc vous voyez un peu la confiance qu'on avait en la France à ce moment-là. Et donc bah, pour les indigènes, vous pensez bien que c'est pas non plus très glorieux d'être dominé par une population qui suscite autant le mépris. Donc, de manière générale, de toute façon, pour les peuples indigènes, les Européens se sont fait absolument laminer par les dictatures, et si elles ont gagné la guerre, ou elles estiment avoir gagné la guerre, c'est pour l'essentiel grâce à l'intervention des États-Unis. Dernière chose aussi, hein, c'est que en 30 ans, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a découvert les bombardements, les combats terribles pendant la Première Guerre mondiale, les camps d'extermination dans la Deuxième. Donc finalement, le modèle de civilisation hein, que les Européens aiment bien mettre en avant face aux peuples indigènes en disant ben oui mais nous on est le modèle, vous voyez pas comment on est plus développé que vous, on est le modèle à suivre et à respecter, vous pensez bien que là, ça marche plus. Si c'est ça le modèle de civilisation, une bonne partie des indigènes bah, préfèrent rester ce que les Européens appellent des barbares, quoi, plutôt que d'être des civilisés qui passent leur temps à se foutre sur la figure. Donc, le prestige n'existe plus, hein, et la crainte même, je dirais, n'existe plus. Sans compter qu'en plus, il y a un contexte international favorable. Les vainqueurs, les deux grands vainqueurs, hein, l'URSS et les États-Unis, sont plutôt hein, favorables à la décolonisation. Régulièrement, la notion de racisme est condamnée. On met en avant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, hein, notamment les États-Unis, hein, pour essayer de réveiller un peu les pays d'Europe centrale qui ne se fassent pas avaler par l'URSS hein, dès la fin de la guerre. Euh,
ben, en disant ça, on est forcément aussi, si on est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on est de fait contre la colonisation. Et donc, du coup, bah, Jdanov, hein, souvenez-vous, la doctrine Jdanov, hein, ben, lui, il intervient aussi dans le domaine de la décolonisation et il promet le soutien de l'URSS, je cite un de ses discours, aux combattants des mouvements de libération nationale dans les pays coloniaux. Donc, hein, voilà, nous, on est prêts à défendre des peuples qui veulent devenir libres pour une raison, on va dire, un peu idéologique, hein, puisque pour eux, le colonialisme et l'impérialisme, c'est le même combat. Hein. C'est le colonialisme, c'est la domination des riches sur les pauvres. Donc voilà, ça rentre dans le cadre de la lutte des classes dans lequel ils se sont inscrits. Pour les États-Unis, bah, eux, c'est plutôt historique, hein, puisque eux-mêmes ont été une colonie, eux-mêmes ont dû se battre pour obtenir leur indépendance, donc ils estiment comprendre tout à fait les envies des peuples colonisés, et ils acceptent l'idée aussi de les y aider. Sachant que, bon, tout ça, c'est des belles paroles, hein. Dans la pratique, après, je parlais de enfin, on reparlera de pragmatisme tout à l'heure, c'est, n'oubliez pas non plus qu'on est dans un contexte de guerre froide qui s'annonce et que chacun compte ses pions, hein, et que, ben, un pays qui devient indépendant, c'est, voilà, un allié potentiel, donc on lui fait des yeux doux, en disant, bah voilà, on va vous accompagner à devenir indépendant, et quand vous serez indépendant, ben, vous allez rentrer dans notre camp. On le voit d'ailleurs quand les États-Unis, finalement, condamnent un petit peu les projets d'indépendance, quand ces projets d'indépendance sont également communistes. Donc les États-Unis encouragent la décolonisation, mais la combattent quand cette décolonisation prend des tournures communistes. Sachant qu'en plus, l'un comme l'autre, hein, ben, voilà, se disent on aura des alliés supplémentaires, on aura des clients supplémentaires, on aura des ressources supplémentaires, donc ça peut être un intérêt aussi économique. L'ONU, enfin, après l'URSS et les États-Unis, l'ONU, bah, elle adopte un peu une neutralité bienveillante, ce qui est normal, puisque l'ONU, dans ses principes, elle ne peut être que contre la colonisation, mais quand on regarde de plus près, les membres les plus influents de l'ONU, qui sont notamment dans le Conseil de sécurité, sont pour certaines des puissances coloniales. Donc l'Angleterre, la France. Donc ils vont difficilement condamner le colonialisme tout en y étant eux-mêmes les deux plus grandes puissances coloniales. Donc du coup, on fait preuve de diplomatie, on ne se prononce pas, mais l'ONU dit, voilà, tous les pays, toutes les colonies qui deviendront indépendantes seront accueillies, bienvenues, deviendront membres d'office de l'ONU. Mais à condition donc qu'ils deviennent indépendants. Hein. Donc voilà, c'est à vous de jouer, débrouillez-vous. Si vous réussissez, bah, voilà, vous viendrez avec nous, mais on voilà, on vous aidera pas. Donc c'est pour ça qu'on parle un peu de neutralité bienveillante. Et pour terminer, bah, face à tout ça, face à tous ces vents contraires, hein, quelle est l'attitude des métropoles européennes? Bah, ça dépend. Si on prend l'exemple des États-Unis, on va prendre deux exemples, hein, l'exemple des États-Unis, du Royaume-Uni, pardon. Bah, c'est un pays qui est un peu, vous voyez, quand je vous ai parlé tout à l'heure de notre texte ici, ah ouais, tiens, j'ai pas vu, j'ai oublié de montrer les images ici. Bah, vous voyez ici un symbole de la colonisation, hein, voilà, un bon nègre, là, comme ça a été dit dans le texte tout à l'heure, hein, qui voilà, porte sur sa tête voilà, toute l'industrialisation, l'urbanisation, la modernisation des pays du Nord. Hein. Donc ça montre ici un peu l'exploitation hein, du Nord vers le Sud. Et puis ici, vous voyez le symbole un peu de la puissance française hein, qui essaye de surmonter le moral à la fin de la guerre, hein, pour montrer qu'elle est encore une grande puissance, qu'elle est un empire, hein, trois couleurs. Donc ici, hein, les trois couleurs de trois peuples que l'on trouve donc au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, et puis trois couleurs pour le drapeau français, hein, donc trois couleurs, un drapeau, un empire. Voilà, tout le monde, voilà, étant, vous voyez, un regard, tous les trois ont un, un regard assez assuré. Alors certains diront qu'ils ont plutôt un regard un peu défiant, mais voilà, ils sont tous membres de l'Empire français et voilà, ils peuvent en être fiers. Si je reviens donc sur les textes ici, vous voyez, souvenez-vous, quand on parlait de Bourguiba, hein, qui disait le choix se situe entre une indépendance guidée par la France, qui préservera ses intérêts fondamentaux,
chose encore un, ou alors une indépendance conquise dans le sang et dans la haine. Et ben voilà, ça, les Anglais, ils ont bien compris. Et donc, ils savent très bien qu'à la fin de la guerre, hein, dans l'état où ils sont plus du tout capables de mener une politique impériale et d'aller faire la guerre à l'autre bout de la planète pour maintenir artificiellement des territoires dont les peuples n'ont plus envie d'être avec eux. Donc ça serait des guerres lointaines, des guerres coûteuses, des guerres qui susciteraient du coup forcément que l'indifférence du peuple anglais. Ça se passe loin, on s'y intéresse pas. Les seuls qui vont s'y intéresser, bah, c'est ceux qui sont concernés par cette guerre, donc ceux qui ont des enfants qui sont partis faire la guerre là-bas, et eux, ils auraient plutôt une vision hostile de cette guerre. Donc forcément, la population suivrait peu, voire pas, ces combats. Puis on sort d'une grande guerre, hein. Pas sûr que les Anglais aient envie de replonger dans d'autres. Donc du coup, le gouvernement anglais décide de d'adopter une attitude pragmatique, hein. Je crois qu'on en avait parlé, hein, entre le pragmatisme et puis l'opportunisme, hein. Le pragmatisme, c'est dire bah, on va s'adapter un petit peu aux circonstances et essayer de préserver les intérêts. Donc, les Anglais vont faire un peu ce que a dit Bourguiba, hein. On va accompagner les colonies dans leur conquête de l'indépendance. Et du coup, ils nous en seront reconnaissants et on pourra signer des accords commerciaux voilà, resteront intéressants pour nous. Et finalement, une colonie, c'est quoi l'intérêt avant tout? Bah, c'est les ressources qu'on peut avoir à bas prix. Bah, si on a ça, on aura quand même sauvé l'essentiel, hein. Donc, peu importe que la colonie soit anglaise ou soit devienne indépendante, l'essentiel c'est qu'on puisse toujours commercer avec des intérêts économiques pour l'Angleterre. Donc, c'est ce qu'on appelle du pragmatisme. Et vous voyez par exemple ici, 6 mars 1957, l'ancienne colonie de la Côte de l'Or, Gold Coast, hein, vient d'obtenir son indépendance. Le nouvel État africain prend aujourd'hui le nom de Ghana. Des représentants de la couronne britannique ainsi que le vice-président américain Richard Nixon ont pris part aux cérémonies. Ce qui laisse bien sous-entendre que ça s'est fait plutôt de manière sympathique, puisque il y a des représentants britanniques, donc des membres de la famille royale, qui sont là pour célébrer l'indépendance d'une colonie anglaise. Donc s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas été foutus dehors, hein. Donc, et ça veut dire qu'il y a une espèce de passation de pouvoir qui se fait relativement sereinement. Et vous avez même, donc, vous voyez, les États-Unis qui sont présents pour bah, à la fois féliciter un petit peu cette décolonisation qui se passe bien, et puis peut-être probablement, et un code de l'or, hein, c'est pas rien, peut-être de poser quelques jalons pour mettre en place des relations aussi avec le Ghana, maintenant que c'est un pays indépendant. L'autre attitude, bah, c'est la France, mais c'est aussi les Pays-Bas, le Portugal, la Belgique aussi, tous les autres pays européens qui ont des colonies et qui s'y accrochent, puisque ce sont des pays qui ont été très affaiblis par la Seconde Guerre mondiale. L'empire, ça reste, leurs empires coloniaux, ça reste plus ou moins un des derniers vestiges de leur puissance, hein. Et donc pour eux, il n'est pas vraiment question d'abandonner cet empire. Donc ils veulent bien éventuellement discuter, mais ces discussions et ces concessions qu'ils sont prêts à faire sont plutôt limitées. Vous ne voulez plus faire partie de l'empire colonial français? Ok, on va du coup changer le nom et vous allez faire partie de l'Union française. C'est les termes qui changent, hein, les relations ne changent absolument pas. Alors bon, voilà, les colonies, on appelle plus ça des colonies, c'est ce qu'on va appeler petit à petit des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer, des protectorats, voire des États associés, mais toujours membres de l'Union française ou de l'Empire colonial français. Donc du coup, forcément, ça ne satisfait pas les velléités indépendantistes des populations indigènes. Et vous voyez ouais, l'attitude ici des Français, alors qui est assez variable, hein, on voit bien que c'est fluctuant, du coup le message n'est pas clair, du coup c'est ce qui va aussi amener la France dans des situations difficiles à gérer face à la décolonisation. Vous voyez, donc François Mitterrand, qui était ministre des colonies, enfin ministre de l'Intérieur, il a été ministre des colonies aussi, hein. À une époque, il y avait un ministère des colonies, hein. Vous voyez, la seule négociation, c'est la guerre, hein. L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Voilà, ça c'est clair.
un message de non-recevoir, hein, c'est le début de l'insurrection algérienne. Après, on commence à y avoir des mouvements, hein, des défilés dans la rue qui tournent de manière très violente. Donc, ben, insurrection, donc il y a des barricades, on bloque des rues, l'armée est présente, ça bastonne des deux côtés, c'est violent, hein, et voilà, aussi sec, le François Mitterrand dit voilà, seule négociation, c'est la guerre. Il n'y a pas, voilà, si vous ne vous calmez pas, ça sera la guerre. Donc c'est une fin de non-recevoir sur les envies d'indépendance. Or, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de Gaulle quand il était en Afrique avant la fin de la guerre. Vous voyez, je m'engage à associer les peuples colonisés à la question des affaires publiques de leur pays. Ça, c'est parce qu'en fait, il rencontre le disque à Brazzaville, hein, il rencontre en fait tous les leaders, enfin toutes les élites indigènes des colonies, pour savoir s'il peut compter sur eux, et notamment sur des hommes, pour voilà, libérer la France. Donc ça, c'est son discours d'introduction, hein, où là, il fait les yeux de vous aux élites indigènes en disant voilà, j'ai besoin de vous, et donc voilà, je vous récompenserai à la fin. Et puis, à la fin, vous voyez son extrait de l'acte final, quand les élites indigènes ont dit OK, hein, on va venir vous aider, euh, il a déjà changé, hein, et il remet un peu les choses à plat. Les buts de l'œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire. La constitution éventuelle, même lointaine, de self-government, donc d'autonomie, hein, de gouvernement par soi-même, en fait, dans les colonies, est à écarter. Donc là, vous voyez, on voit l'ambiguïté. Je m'engage à associer les peuples colonisés dans les affaires publiques de leur pays. Et puis là, attention, pas d'autonomie, faut enlever ça, faut tout de suite oublier cette idée, hein. Donc, il souffle le chaud et le froid. Et cette position un peu ambiguë de la France va pas forcément la servir. Donc voilà pour la mise en place du cadre de la décolonisation. On verra à la rentrée bah, quelques exemples de décolonisation. On ne va pas toutes les faire, on va faire celles qui sont les plus symboliques et qui montrent les différentes formes d'accès à l'indépendance. Voilà, j'arrête là donc pour les chapitres. J'espère que ça a été à peu près clair. Il y a des consignes dans le mail que je vais vous envoyer, notamment pour les révisions pendant les vacances, puisque je ferai donc une petite interro basique, hein, de connaissances de cours sur les deux chapitres de géographie à la rentrée. Voilà, et ben écoutez, je vais vous envoyer un mail aussi pour vous donner un rendez-vous en fin de semaine pour faire une petite visio. D'ici là, je vous dis bon courage et à très vite.